Alors, mesdames et messieurs, les derniers vont s'installer. D'abord, vous remercier vivement de votre présence. Nous sommes à la Chambre de commerce et d'industrie très honorés que vous soyez ici parmi nous. Nous devons aussi porter quelques excuses à tous ceux qui n'ont pas pu être en présentiel, qui l'auraient souhaité, mais vous savez que nous sommes sur des contraintes sanitaires et notamment de jauge de présence dans chaque salle, et donc nous n'étions pas en capacité d'accueillir tout le monde. Donc nous avons un principe de réunion physique dans laquelle vous participez, mais également retransmission visio. Et donc nous avons un grand nombre de personnes et de personnalités qui sont en visio, qui nous voient, qui nous écoutent et qui peuvent éventuellement, je ne suis pas certain, nous poser des questions auxquelles je ne crois pas qu'on puisse avoir les questions, hein, c'est ça, oui. Donc il y aura surtout l'audition de cette matinale et faire en sorte, bien sûr, que cette matinée se passe dans des bonnes conditions techniques et que vous soyez dans la situation la plus confortable possible. Voilà. Je voudrais, en introduction, vous dire que nous avons toujours la préoccupation, et j'en remercie d'ailleurs notre directeur général, Michel Ducassé, et je remercie aussi notre chef d'orchestre, si j'ose m'exprimer ainsi, Pascal Dussin. Nous avons toujours la préoccupation de délivrer un travail de qualité, un travail complexe, puisque vous savez que ce travail est une enquête faite auprès d'un grand nombre d'entreprises qui nous permet 2 fois par an de vous délivrer les résultats de cette enquête et aussi vous donner le tempo de ce qui se passe dans les Landes sur le plan de l'économie. Donc un panel important, hein, 352 entreprises qui sont significatives en termes de taille et d'activité, qui permettent de donner une photo fiable et judicieuse de ce que représente l'économie des Landes aujourd'hui. Nous terminerons cette matinale vers 10h30. On essaiera de respecter les délais. Et après cette présentation de cette enquête, nous aurons une intervention d'un chef d'entreprise et je laisserai le soin à Pascal de nous présenter notre chef d'entreprise qui est ici présent. J'aurai par la suite une conclusion à vous exprimer avec aussi peut-être quelques simples informations. Donc je remercie Monsieur Duperron d'avoir accepté d'être ici parmi nous. Alors il est quand même très d'aqua, si j'ose dire, entre guillemets, de l'activité de distribution de boissons et de services. Donc je remercie Jean-Christophe Duperron d'être parmi nous, qui nous fera part de son expérience de chef d'entreprise et d'une activité qui a été aussi très bousculée par les exigences sanitaires de ces dernières périodes. Voilà, donc je cède la parole à Pascal Dussin et nous rentrons directement dans le vif du sujet. Je dois excusez-moi, je l'ai oublié, monsieur le sous-préfet, qui m'a appelé hier soir. Il a subi une petite intervention chirurgicale. Il va très bien d'ailleurs, au demeurant. Je l'ai eu au téléphone, mais il n'était pas parmi nous ce matin. Et je crois que Madame Tchegaray doit être parmi nous. Ah ben voilà, vous êtes là, très bien. Donc la sous-préfecture est représentée. Et j'espère un bon repos et rétablissement à monsieur le sous-préfet, que j'aurai le plaisir de retrouver très bientôt. Voilà. Merci. À vous, Pascal. Merci, Président. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter la 42e enquête de conjoncture que la CCI mène 2 fois par an, en juin et en décembre. C'est un plaisir sympathique puisque c'est vraiment un bon cru. Donc, c'est plus facile de présenter des bons résultats que de mauvais résultats. Donc, comme le Président l'a rappelé, cette enquête a été effectuée au mois de novembre. L'idée, c'est de recueillir votre opinion, vous, chef d'entreprise, de manière à avoir vraiment le ressenti de terrain et le ressenti de l'activité de vos entreprises, à la fois sur les 6 mois passés et puis en perspective sur les 6 mois qui vont s'écouler. Le panel, 352 entreprises, François Laffitte l'a dit, 64 entreprises de l'industrie, 46 du bâtiment, 122 du commerce et 120 des services. En termes de nombre d'entreprises, effectivement, ce panel est peu représentatif, mais comme vous le voyez, en termes de poids économique, il est plus que représentatif, puisqu'on est à quasiment 17,5% de l'économie landaise en termes de chiffre d'affaires et d'emploi.
Donc des résultats, effectivement, un échantillon qui va donner une photographie assez précise de la situation dans laquelle l'économie landaise se trouve aujourd'hui. Avant de rentrer dans le détail des résultats de l'enquête, je vous invite, et ceux qui ont l'habitude de participer à ce petit déjeuner connaissent un petit peu cette partie-là, on vous invite d'abord à faire un tour d'horizon sur l'environnement économique dans lequel ont évolué les entreprises landaises durant les 3 ou 4 derniers mois. Au travers de 3 marqueurs essentiels qui sont la croissance, le taux de change et puis les prix. Bien évidemment, on s'arrêtera un peu plus longuement sur ce facteur prix qui est un point de vigilance extrêmement important. En termes de croissance, trois graphes qui vont vous permettre de montrer que l'économie française se tire très bien de ce rebond. On est aujourd'hui à plus 3% sur le 3e trimestre. On a de manière globale rattrapé effectivement le retard accumulé en 2020 avec, vous voyez, 582 milliards. On était à 584 milliards au 3e trimestre 2019, donc c'est quasiment rattrapé. Ce 3% sur le dernier trimestre, c'est une accélération qui était peu anticipée et qui place effectivement notre pays parmi les 2 ou 3 pays où la croissance est accélérée. Vous le voyez sur ce graphe. Et au-delà de notre pays, c'est aussi l'Europe qui voit effectivement son PIB progresser plus rapidement que les autres zones économiques mondiales. C'est un phénomène important à rappeler et c'est plutôt une très bonne nouvelle. En termes de perspectives, les perspectives de l'OCDE qui ont été déployées et présentées mercredi nous montrent que pour ce qui concerne la France, on devrait atterrir à plus de 6,5% en 2021, ce qui est un taux historique puisque je crois qu'il faut remonter à 68 ou 1968 ou 1969 pour retrouver un taux annuel de cette envergure. Je rappelle quand même qu'on part de très bas. Mais en termes de perspective, qu'est-ce que nous dit l'OCDE? Les experts de l'OCDE nous disent 3 choses. Il va y avoir un ralentissement de cette croissance sur les 2 prochaines années, 2022-2023, pour retrouver un niveau de croissance similaire à ce qu'on observait en 2019 et 2020, ce qui était prévu du moins. Deuxième chose, c'est qu'il y a des tensions très fortes sur les approvisionnements, les chaînes de production, qui créent effectivement des déséquilibres très importants. Et l'OCDE nous parle de risques majeurs pour l'économie mondiale dans ce domaine. Donc, c'est un élément extrêmement important à retenir. Deuxième indicateur, deuxième marqueur, c'est le taux de change. Là aussi, c'est un élément plutôt favorable, une bonne nouvelle. Le taux de change est plutôt stable sur l'année 2021. C'est plutôt bien pour les exportateurs, à un niveau plutôt positif, là aussi, puisque le 1er décembre, c'est-à-dire il y a 2 jours, l'euro s'est changé le dollar s'est changé à 1,13 €, ce qui était un niveau tout à fait convenable quand on exporte. Troisième marqueur, on va s'y arrêter un petit peu plus longuement, c'est effectivement les prix des matières premières et les prix du pétrole. Alors le pétrole, c'est bien évidemment les carburants, l'énergie et tous les produits dérivés, puisque soit le gaz, l'électricité, c'est des prix qui sont indexés sur ceux du pétrole, et les produits dérivés du pétrole subissent bien évidemment cette inflation majeure des prix du pétrole. Il y a aujourd'hui et demain une réunion de l'OPEP+. OPEP, c'est les pays de l'OPEP, et plus, c'est la Russie, qui vont statuer effectivement sur le niveau de production qu'il faudra mettre en place pour les prochains mois. Il y avait déjà eu un accord, je crois, au mois de juin l'année dernière. Cet accord n'a pas tout à fait été respecté puisque le niveau de production est plus faible que ce qu'il était envisagé. Donc beaucoup de personnes et d'experts s'accordent à penser que les prix du pétrole ne vont pas redescendre. Donc c'est plutôt un élément défavorable, premier élément défavorable sur l'environnement économique pour nos entreprises.
Les prix des matières premières, on a écrit que c'était une hausse vertigineuse. C'est le qualificatif qui convient. Vous voyez que là, on est sur un indice, voilà, 104 en 2010. Vous voyez que sur l'année 2020, on est resté à peu près dans l'épure de ce taux de base. Et là, on est à 143 avec des hausses de prix de matières premières. Il y a des prix qui doublent, hein, l'éther, l'acier, voilà, le coton, toutes les matières premières, vous avez un petit résumé en bas là du slide, toutes les matières premières voient leur prix exploser et ça porte effectivement un préjudice considérable aux entreprises de production. Deuxième phénomène, plus récent, celui-là, il n'avait pas du tout été anticipé, c'est effectivement le problème de pénurie, c'est-à-dire que la machine est en surchauffe au niveau mondial. Le commerce mondial est tellement accéléré, la demande, l'offre ne peut pas faire face à la demande. On a un taux de rebond qui est trop fort, donc ça crée des pénuries. Voilà. Et vous voyez sur ce graphe qui est publié par l'OCDE, tous les secteurs qui sont concernés par ces pénuries de matériaux. Alors, on parle souvent de l'automobile avec les composants électroniques et les semi-conducteurs, mais vous voyez que tous les secteurs sont quasiment voilà, concernés par cette pénurie de matériaux. Donc, ça augmente les délais, ça augmente les prix, bien évidemment, et on est sur une tension inflationniste avec des prix qui augmentent et encore, tous les prix de revient ne sont pas répercutés sur les prix de vente parce que, bien évidemment, c'est des arbitrages qui sont très difficiles pour les entreprises. Un exemple, c'est le transport de marchandises. Alors, bon, c'est aussi de la surchauffe, mais il y a aussi parfois une petite organisation, effectivement, de ces pénuries. Pour résumer, un container met 20 jours de plus entre la Chine et l'Europe aujourd'hui et il coûte 6 fois plus cher qu'il ne coûtait en 2019. Voilà. Plus 650%. Donc ça entraîne bien évidemment des difficultés d'approvisionnement et ça peut même parfois faire capoter effectivement des projets et des entreprises qui travaillent beaucoup sur du sourcing en Asie. Donc, je le disais, une nette augmentation des prix avec un taux d'inflation qui va tourner autour de 3,2% cette année, qui devrait se poursuivre sur l'année 2022. Et la France est plutôt mieux que les autres pays, et notamment les pays européens, puisque en Europe, on est plutôt à 4,5%. Donc, une tension inflationniste. Donc, pour résumer, une croissance forte, un taux de change plutôt favorable aux exportateurs, mais des tensions énormes sur l'approvisionnement et les prix. Voilà ce qu'on peut dire sur l'environnement de notre économie qui est totalement intégrée, donc ça paraît, ces données paraissent assez lointaines, mais impactent directement la vie quotidienne des entreprises. Alors en termes de résultats, sur les 9 premiers mois de l'année 2021, ça, c'est les statistiques officielles qui sont toujours précieuses, hein, des services de l'État en particulier, des douanes, des services de l'emploi, mais aussi de la DGFiP. On s'aperçoit quand même que l'économie landaise s'est très bien tirée de cette période et sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires est en progression de quasiment 11% par rapport aux 9 premiers mois de l'année 2020. Les exportations sont aussi en hausse de 13%. Ce qu'il faut apporter comme nuance dans ces deux chiffres particulièrement porteurs, c'est que sur le chiffre d'affaires, c'est essentiellement porté par 3 secteurs d'activité qui sont la construction, le grand commerce et les services aux entreprises. Tous les autres secteurs d'activité ont du mal à récupérer effectivement leur niveau de chiffre d'affaires de 2019. Et sur l'exportation, la nuance à apporter, c'est que ce n'est pas homogène selon les secteurs d'activité. Par exemple, les produits de l'agriculture ou l'industrie agroalimentaire, on en parlera tout à l'heure, ont moins exporté en 2021 qu'elles ne l'avaient fait en 2020. Par contre, des secteurs comme la chimie ou le bois ont davantage exporté. Sur le terrain de l'emploi, il y a une très nette amélioration aussi, puisqu'on s'aperçoit que les offres d'emploi progressent sur les 9 premiers mois de l'année de plus de 40%. C'est tout à fait spectaculaire, que les recrutements ont progressé de 5,7% et bien sûr, consécutivement, j'ai envie de dire, les demandes d'emploi sont moins nombreuses, 3,5%. Toutefois, là aussi, une nuance à apporter,
c'est que les demandes d'emploi régressent, mais à un rythme inférieur à ce qui est constaté au niveau régional et au niveau national. Voilà pour ce qui concerne donc les résultats et l'environnement. Donc, je vous propose maintenant de rentrer dans le résultat détaillé de cette 42e enquête. Nous allons le faire en 2 temps. D'abord avec des tendances générales et puis après, on fera une tentative d'approche sectorielle sur les principaux secteurs d'activité. Les tendances générales vont se mesurer au travers de 4 indicateurs qui sont l'activité, l'investissement, l'emploi et la partie financière et gestion. Premier indicateur, l'activité. On va regarder bien sûr l'évolution du chiffre d'affaires et l'évolution du carnet de commandes. Il y a une nette amélioration. Vous nous l'aviez dit dans vos perspectives de juin. C'est confirmé. Plus de la moitié des entreprises ont vu leur chiffre d'affaires progresser et un tout petit peu moins de la moitié nous déclarent que leurs carnets de commandes sont aussi en hausse. Donc, effectivement, par rapport aux périodes passées, il y a une très nette amélioration, un très net rebond de l'activité. Des graphes pour effectivement visualiser ces éléments, l'évolution du chiffre d'affaires, vous voyez, sur la longue période. On a laissé bien sûr de décembre 2019, qui nous paraît être aujourd'hui la période de référence. Donc vous voyez que sur les chiffres d'affaires, il y a plus d'entreprises aujourd'hui qui nous déclarent des chiffres d'affaires en hausse qu'en décembre 2019. Et on voit bien la courbe quasi exponentielle de déclaration en hausse par rapport à 2020. Autre graphe sur les carnets de commandes. Alors, ceux qui sont en hausse, vous voyez, on est à 45%, quasiment la moitié des entreprises. Et ceux qui sont en baisse se réduisent considérablement, puisqu'aujourd'hui, sur notre échantillon, il n'y a plus que 12,5% des entreprises qui nous déclarent des carnets de commandes en baisse. Les prévisions sont un petit peu plus mesurées. Un tiers des entreprises simplement anticipent une hausse. Et pour les carnets de commandes, la moitié des entreprises tablent sur une stabilité. Donc, c'est la stabilité qui devrait primer sur les 6 prochains mois. Voilà. 35%, c'est le vert. Plus du tiers des entreprises estiment à la fois sur les carnets de commandes et les chiffres d'affaires une amélioration de leur activité. Deuxième indicateur que nous surveillons avec attention, c'est les investissements. Nous avions pris du retard, même déjà en fin 2019 par rapport à la moyenne nationale. Il y a eu effectivement, dans cette période plus propice, un véritable effet de rattrapage, puisque plus de 56% des entreprises ont investi. Et ce qui est important, au-delà de ces 56%, c'est que la moitié de ces entreprises qui ont investi ont réalisé des investissements soit de capacité, ont augmenté leur niveau de production, leur capacité de production, ou ont innové. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Il y a toujours un décalage par rapport à la France. Je crois que c'est ce qu'on va voir sur le graphe suivant. Donc effectivement, au niveau français, il y a un petit tassement qui s'effectue aujourd'hui sur le 3e et le dernier trimestre 2021. C'est ce que nous disent aujourd'hui les chefs d'entreprise landais, c'est-à-dire que les perspectives en termes d'investissement pour les Landes et les entreprises landaises vont là aussi un petit peu se tasser. C'est le graphe suivant, voilà. Puisque 41% des entreprises ne comptent pas investir et 70%, vous voyez, dans le commerce. Le commerce a très peu investi sur cette dernière période. Et un quart des entreprises, c'est une proportion un peu forte, ne sait pas encore s'il va investir. Donc, il y a aussi des interrogations et des problèmes de confiance aussi qui se reposent aujourd'hui en cette période. Troisième indicateur, oui, il y a aussi effectivement, merci de montrer ce graphe, il y a aussi dans cette perspective et cette interrogation un niveau d'endettement qui pèse aussi pour certaines entreprises. Et vous voyez qu'au niveau de notre pays, nous ne sommes pas très bien placés puisqu'on a un niveau d'endettement qui est plutôt supérieur à la moyenne des pays européens. C'est un pourcentage voilà, du PIB. Donc effectivement, ce niveau d'endettement, probablement qu'il y a un lien aussi avec les PGE qui ont été distribués, pose parfois question à certains secteurs d'activité, certaines entreprises. Troisième indicateur qui est l'emploi. Donc là, il y a bien davantage de recrutement puisque quasiment 20%, c'est plus 5%
par rapport à juin dernier, plus quasiment 15 points par rapport à décembre 2020. 20% des entreprises ont recruté et les entreprises, d'une manière générale, ont gardé les mêmes effectifs pour 7 sur 10 d'entre elles. On va s'arrêter un petit peu sur cet indicateur, qui est un indicateur important. Là, vous voyez, on est au niveau des résultats. Vous voyez que les Landes recrutent davantage que les autres départements. On est sur 12 mois, lycée, à plus 4,2, alors qu'en Nouvelle-Aquitaine, on est à 3,5. Autre carte, c'est celle des offres d'emploi. Vous voyez que dans les Landes, il y a plus 37%, toujours sur les 12 derniers mois lycée, alors qu'au niveau aquitaine, on est à 26,8%. Donc ces deux cartes nous montrent aussi que l'économie landaise produit plus d'offres d'emploi qu'elle ne concrétise de recrutement. Voilà, c'est un élément de réflexion que nous soumettons aujourd'hui avec des problématiques effectivement et des difficultés fortes de recrutement par rapport aux offres d'emploi qui sont proposées. Pour cela, un graphe très intéressant de la Banque de France qui est au niveau national. Vous voyez la part des entreprises qui indiquent des difficultés de recrutement. Donc vous voyez qu'on est sur une épure, quasiment la moitié des entreprises aujourd'hui indiquent qu'elles ont des difficultés de recrutement. On n'a jamais connu de telles proportions. L'emploi salarié reprogresse à nouveau. L'économie landaise crée à nouveau des emplois, ce qui n'avait pas été le cas en 2020. Et c'est une très bonne nouvelle puisqu'on est quasiment à 5% d'emplois salariés créés en 2021. On est là aussi au-dessus de la moyenne régionale puisqu'on est à plus 4,2. Donc vraiment sur le terrain de l'emploi, des bons chiffres, mais qui pourraient être encore bien supérieurs si effectivement on arrivait à améliorer les recrutements et à les faciliter. Les tendances sont un peu plus réservées, essentiellement pour deux raisons. D'abord pour des prudences, et puis c'est lié aussi à des difficultés. Beaucoup d'entreprises, une dizaine dans notre échantillon, nous disent écoutez, on a abandonné le projet de recruter, et parfois on abandonne aussi des investissements qui sont liés à ça. On veut augmenter sa production, des petits ateliers ou des sites de production. On arrête ce projet et on va faire avec l'outil de production dont on dispose parce que c'est trop difficile de recruter, on y met trop de temps, trop d'énergie. Donc c'est quand même un élément surprenant et qui n'était pas du tout anticipé. Un graphe pour montrer effectivement les perspectives. Vous voyez qu'il y a un quart des entreprises qui ne savent pas si elles vont effectivement recruter alors qu'il y a des besoins. C'est probablement l'histogramme le plus parlant. Dernier critère sur cette première partie, les critères financiers. Peu de surprises par rapport à ce qu'on a dit sur les tendances générales de l'économie française. Les prix d'achat flambent, plus 45 points en 6 mois, on va le voir sur le graphe après. Les prix de vente sont revalorisés pour un tiers des entreprises, c'est 3 fois plus qu'en juin dernier, mais c'est relativement peu, parce qu'il y a des hésitations, je le disais tout à l'heure. Il y a des arbitrages à rendre, il y a des degrés d'acceptation des clients, on en reparlera tout à l'heure, qui sont très complexes à gérer. Les marges sont en recul pour un tiers des entreprises, mais stables pour plus de la moitié. C'est une performance. Là aussi, probablement que les trésoreries et les PGE jouent aussi sur cet état de fait. Et puis, moins d'un quart des entreprises jugent leur trésorerie tendue. On revient effectivement au rôle qu'a pu jouer le PGE dans certaines entreprises de filet de sécurité. Voilà, l'augmentation des déclarations. Vous voyez qu'on est sur l'un des taux, je crois qu'on avait atteint 58% au maximum. On n'a jamais connu 2 tiers des entreprises qui nous disent nos prix d'achat, nos prix de revient flambent. Autre graphe, là aussi, c'est le même principe, c'est la même source, la Banque de France. Quasiment 55-60% déclarent effectivement, des entreprises en France déclarent des soucis d'approvisionnement. Des revalorisations tarifaires qui sont beaucoup plus nombreuses, effectivement, mais pas selon tous les secteurs.
et des marges qui sont, vous le voyez, plutôt stables ou en baisse. Voilà ce qu'on pouvait dire effectivement sur les tendances générales. Nous allons maintenant faire une approche sectorielle avec des réserves bien sûr d'usage compte tenu du nombre d'entreprises. 352, c'est peu d'entreprises, mais elles sont représentatives. Donc on peut quand même croiser avec ce qui se fait de plutôt bien au niveau des statistiques. Je pense en particulier à la Banque de France ou aux fédérations professionnelles. Si on croise nos informations avec les leurs, on arrive à tirer effectivement des situations et des perspectives assez fiables de ce qui peut se passer dans certains secteurs. Première branche d'activité, c'est les industries agroalimentaires. C'est une branche qui a connu une forte dynamique avec une résilience très forte aussi. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a de très nombreuses contraintes, notamment sur le marché intérieur, avec des embauches très tendues, des marges qui sont très difficiles à tenir, un niveau d'exportation plus faible, je le disais, on est à moins de 12%, et puis bien sûr des négociations commerciales qui sont très complexes à mener avec les clients. Du point de vue des secteurs d'activité, les produits poissons, et en particulier tout ce qui est truite et bien sûr donc Aqualand, vont très bien. Les fruits et légumes aussi. C'est plus compliqué, bien évidemment, sur les poulets et la filière gras, bien évidemment en raison de la crise aviaire, qui a quand même très largement perturbé cette filière durant l'année 2021. Ça reprend un petit peu. Normalement, Noël est très attendu, mais vous avez tous lu qu'effectivement, il y a encore des cas qui s'avèrent dans le Nord, donc on prend des mesures de sécurité pour effectivement protéger les volailles, et c'est une nécessité absolue. Les prix de revient, que ce soit les prix des matières premières agricoles, mais aussi industrielles, s'envolent, et on est sur des arbitrages très difficiles à rendre dans cette filière, avec vraiment des difficultés de négociation. Et je ne sais pas si la loi Egalim 2 permettra de mieux gérer ces difficultés. Deuxième branche d'activité, les industries de biens de consommation. C'est une branche qui était structurellement un petit peu en difficulté, et là, paradoxalement, là aussi, il y a des bonnes nouvelles du point de vue de la consommation, du point de vue des stratégies qui sont en place au niveau des entreprises. C'est même, par exemple, au niveau du textile, un secteur qui se renforce dans les Landes avec l'implantation de Patatam ou du groupe Tolomei. Et puis, il y a des stratégies d'entreprise, je ne dis pas ça parce qu'elle est là, mais je pense à Artiga, qui montrent qu'effectivement, ça va mieux. Les marchés de l'imprimerie sont structurellement des marchés en régression, avec bien sûr l'arrivée du digital, donc on imprime de moins en moins de papier. Donc là aussi, il y a des stratégies de mutation qui sont mises en place, et c'est une branche aujourd'hui qui va beaucoup mieux qu'en 2018, qu'en 2019 et bien évidemment qu'en 2020. Troisième branche d'activité, la chimie. C'est même plus un rebond, puisqu'en fait, ce secteur d'activité, en particulier la filière cosmétique, santé, alimentaire et hygiène, a traversé 2020 de manière plutôt satisfaisante et a vu ses débouchés internationaux en 2021 très nettement progresser, puisqu'on est à plus de 20% d'exportation sur cette filière. Les segments qui sont sur d'autres débouchés, en particulier les débouchés sur l'automobile, c'est un petit peu plus compliqué, mais les entreprises qui sont implantées dans les Landes sont plutôt en bonne position sur la concurrence internationale. Donc les perspectives sont très favorables et continuent d'être très favorables, malgré là aussi, on ne va pas le redire à chaque fois, mais des coûts de revient qui explosent. C'est peut-être plus facile sur ce secteur d'activité de revaloriser les prix de vente que sur d'autres. Autre secteur d'activité ô combien important dans ce département, c'est le bois, papier
et emballage. L'Assemblée générale de FIBois Landes de Gascogne, qui se tenait la semaine dernière, s'est ouverte sur des mots qu'on avait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça, record de commandes, niveau d'activité historique, donc sur tous les segments. Donc effectivement, là c'est une filière qui va très bien aussi, mais avec quasiment une surchauffe, avec une attractivité en plus de notre pain des Landes sur les marchés internationaux qui fait augmenter encore le prix du bois. La Chine, le Canada, les États-Unis viennent acheter du bois ou souhaitent acheter du bois dans notre département. Donc effectivement, ça pose problème effectivement pour les industriels. Il y a un plan de relance qui marche très très bien et qui bénéficie bien évidemment aux entreprises landaises. Je pense en particulier à Thébault, à Lesbats, qui bénéficient d'aide pour investir dans ce domaine d'activité. C'est une filière qui est une filière d'avenir parce que la forêt permet de décarboner et puis le bois est un matériau vertueux qui trouve aujourd'hui de nombreux débouchés. Donc, le point de négociation entre le sylviculteur et l'industriel, c'est le point le plus névralgique dans les mois à venir. L'aéronautique, pour résumer, ce sont des marchés qui sont en convalescence. L'aviation commerciale a beaucoup souffert, bien évidemment, de 2020. On se repose des questions, bien évidemment, avec les nouvelles restrictions sur les compagnies aériennes, sur les vols, etc. Mais bon, les stratégies mises en place par les grands groupes et les grands donneurs d'ordre européens, je pense en particulier à Airbus, portent leurs fruits avec des avions qui rencontrent un succès commercial hors du commun. Je pense en particulier aux commandes qui ont été passées au salon de Dubaï. Donc les perspectives, l'aéronautique, on est sur des cycles longs, les perspectives, même pour ce secteur d'activité, sont plutôt sympathiques. La bonne nouvelle, c'est que sur les avions d'affaires, l'activité repart, que là aussi, la région Nouvelle-Aquitaine et les Landes bénéficient de cette activité avec un recentrage d'activité de la maison Dassault, notamment autour de Bordeaux, mais aussi de Biarritz. Tout ce qui est militaire fonctionne très bien. Vous savez que l'économie aéronautique du département fonctionne aussi avec ces marchés, donc qui se portent bien. Et puis, il y a des stratégies qui sont mises en place autour, bien sûr, de la décarbonation avec les avions électriques. L'entreprise Pothèse est effectivement investie sur l'un de ces projets. Et puis aussi sur des nouveaux carburants. Je pense en particulier aux moteurs d'hélicoptères, puisque je crois qu'il y a des essais qui ont été faits à bord très récemment. Et M. Plaza pourra en dire un mot s'il le souhaite tout à l'heure, avec effectivement des carburants d'origine biosourcée. Donc c'est une très bonne nouvelle. On avance aussi de ce côté-là. Là aussi, le plan de relance mis en place par l'État joue un rôle très important. Et la vraie question qu'on se posait en 2020, quelle va être un petit peu la place des Landes et de la Nouvelle-Aquitaine dans cette nouvelle cartographie, on a plutôt des points de rassurance aujourd'hui. Donc un marché qui est en convalescence, mais qui semble effectivement avoir des perspectives plus sympathiques que l'année dernière. Autre secteur d'activité, le bâtiment et les travaux publics. L'activité a retrouvé un excellent niveau d'activité, avec là aussi des surcoûts, des problèmes de recrutement. Les marchés du logement neuf, et en particulier des logements collectifs, sont moins porteurs que ceux liés aux locaux non résidentiels. Les bureaux, les usines, les entrepôts, on le verra tout à l'heure. Les carnets de commandes des travaux publics se sont bien regarnis, notamment sur les 6 premiers mois de l'année, et grâce aussi à des investissements publics, des collectivités, c'est à souligner. Voilà, la commande publique joue un rôle essentiel dans ce secteur d'activité. Et les perspectives, malgré tout, restent positives, même si aujourd'hui on entend effectivement, au-delà des difficultés d'approvisionnement, aussi des difficultés sur
la lenteur de la réglementation, l'épaisseur de la réglementation qui effectivement crée des soucis pour les entreprises et renforce effectivement des délais de livraison dont les clients se passeraient bien aujourd'hui. Deux graphes pour montrer ça, c'est sur les 10 premiers mois là, de l'année, les mises en chantier, les permis de construire. Mises en chantier, c'est ce qui a commencé. Les permis de construire, c'est l'avenir. Donc pour les logements, plus 2,7% par rapport à 2020, plus 9,7% pour les permis de construire. Et vous voyez que les locaux non résidentiels, on est à 87,3% d'augmentation et 57,6% pour les permis de construire. On est quasiment sur ce qu'on trouvait en 2019 pour ces marchés. Les crédits à l'habitat, c'est un élément extrêmement important. Il continue effectivement de progresser dans notre département. Le marché de l'immobilier va fort, on le verra dans quelques minutes. Et vous voyez que les crédits à l'habitat progressent de 13% dans les Landes, alors que c'est plus 10% en Nouvelle-Aquitaine et plus 7,5% en France. Donc notre département est toujours très attractif. Et les primo-accédants, continuent effectivement, le nombre de primo-accédants continue de progresser dans notre département. Les activités financières et immobilières, on est un peu comparativement à ce qui se passe aujourd'hui sur le bois. C'est un secteur qui a de très très bons résultats, qui va fort, mais avec des défis très nombreux. Quels que soient effectivement les marchés, les banques, les assurances, les mutuelles, les défis de la digitalisation, les usages du digital ont été confortés, bien sûr, avec le confinement. Tout ce qui concerne la sécurité, en particulier la cybersécurité, les normes prudentielles, les fameux BAL, je crois que c'est BAL 3, ou encore la question des charges, bien évidemment, parce que les banques françaises sont plutôt au sommet des banques européennes, mais avec des charges un petit peu plus supérieures. Donc, effectivement, cette question des charges patrimoniales ou en termes d'effectifs, c'est des questions qui sont éminentes dans ce secteur d'activité. Et puis après, des contraintes, effectivement, qui se dessinent à la fois sur les marchés, avec l'émergence de concurrence, notamment dans les modes de paiement, voilà, mais aussi sur des projets. Je pense par exemple au projet de la grande sécurité sociale qui pourrait affecter durement, effectivement, le marché des assurances et des mutuelles. Donc, il y a des défis nombreux. Le marché de l'immobilier, on en parlait il y a un instant, c'est un marché qui est particulièrement dynamique dans notre département et pas que sur le littoral. Voilà, on est vraiment avec des niveaux de transactions records et des prix qui montent. Voilà. Sur la moyenne française, on fait partie des départements, effectivement. On va le voir sur la carte après, s'il vous plaît, Cécile. Voilà. En moyenne, sur les 2 dernières années, les prix littoral et intérieur ont augmenté de plus de 15% sur les ventes de biens. Si on revient à la courbe d'avant, un petit flash sur les crédits bancaires aux entreprises dans les Landes. Ben, les banques jouent le jeu, hein, tout simplement. Effectivement, il y a eu bien évidemment une explosion des prêts avec les fameux PGE, prêts garantis par l'État. Mais on voit après effectivement le tassement de la fin de l'été et de l'automne 2020 que les prêts ont continué à progresser dans notre département de manière même un peu plus dynamique que sur le reste de la région ou du pays. On parlait tout à l'heure des investissements, c'est probablement lié aussi. Le secteur bancaire joue le jeu dans notre département. Autre secteur d'activité, les services aux entreprises. Là aussi, la demande s'est nettement réactivée pour tout ce qui concerne le nettoyage, l'informatique, bien sûr, le numérique. Numérique et confinement ont souvent rimé, hein, et les usages, je le disais, sont de plus en plus nombreux. L'intérim, bien évidemment, qui va beaucoup mieux, et puis le conseil et l'ingénierie, voilà, avec des prix des prix de vente qui ont été plus souvent revalorisés que la moyenne.
Le transport logistique, c'est un peu plus compliqué, c'est plus erratique, hein. Il y a des difficultés pour répercuter les prix de vente, les coûts de l'énergie, bien évidemment, avec des concurrences aussi de plus en plus accrues, et puis des tensions fortes sur les recrutements. Quelques chefs d'entreprise ici présents pourraient en parler mieux que moi. Mais d'une manière générale, les hausses des prix des matières premières est plutôt répercutée pour éviter aux trésoreries de souffrir. La santé et le thermalisme. Donc, nous devions avoir le témoignage aujourd'hui de Jean-Charles Pressigou, que nous excusons, voilà, et dont nous regrettons l'absence. Il est malade, voilà. Donc, il aurait pu nous parler effectivement de la baisse vertigineuse dans le thermalisme de la fréquentation en 2020. Pour résumer, ce qu'il faut comprendre dans le thermalisme, c'est que tous les établissements thermaux ont fonctionné à mi-temps. C'est-à-dire qu'ils auront fait entre 2020 et 2021 10 mois d'activité. C'est ce qu'ils font généralement sur une année. On a aujourd'hui rattrapé, quelles que soient les stations et quels que soient les établissements, à peu près 30% du retard accumulé. Les baisses de chiffre d'affaires, c'était entre 65 et 75% en 2020. Voilà. Les établissements étaient fermés, donc il n'y a pas eu de clients, pas eu de chiffre d'affaires. Donc ça peut avoir des répercussions sur les investissements à venir. C'est un secteur qui investissait beaucoup et qui va continuer à le faire, mais avec probablement parcimonie. Et il faudra peut-être 2-3 ans pour récupérer effectivement le niveau d'activité et la sérénité qui était de mise dans ce secteur. Avant-dernier secteur, l'hôtellerie, camping, restauration. C'est une très belle saison, alors malgré un printemps marqué par des restrictions, en variant tenace en juin. Je vous rappelle qu'on avait quand même eu la visite du Premier ministre qui s'inquiétait voilà, du variant Delta, donc ça inquiétait beaucoup les professionnels du tourisme et les autres. Et puis une météo vraiment capricieuse en juillet, mais malgré tout ça, juillet et août ont été très bons. Il y a quelques professionnels dans la salle qui pourraient aussi nous en parler. Les restaurants et les hôtels ont eu beaucoup plus de difficultés, et je pense en particulier aux restaurants, mais Jean-Christophe Duperron nous en parlera tout à l'heure probablement, puisque c'est l'un de ses clients principaux. C'est beaucoup plus compliqué à gérer et le retard accumulé sur 2020 et 2021 va être là aussi très difficile à rattraper. C'est assez similaire à ce qu'on a connu dans le thermalisme. Alors, toutes les activités ont bénéficié effectivement de cette fréquentation, essentiellement française. C'est très vrai pour les campings, qui ont fait une très très bonne saison. Les campings, c'est vraiment la locomotive du tourisme dans le département, mais c'est aussi vrai pour d'autres activités. Et ce qui est constaté, c'est que les gens ont un petit peu plus dépensé que les autres années. Donc, c'est important aussi de mesurer effectivement ce taux de dépense. Alors, est-ce que c'était parce que c'était des Français? Est-ce que c'était parce qu'après, c'était le confinement? Ça, on ne sait pas, mais en tout état de cause, les gens qui sont venus en vacances se sont un petit peu lâchés. C'est une bonne nouvelle pour les professionnels du tourisme. Dernier secteur, le commerce et la distribution. L'activité magasin depuis le début de l'année est plus dynamique qu'en 2020 dans tous les secteurs, excepté sur deux, c'est la beauté santé et les chaussures, qui ont aussi des problèmes d'approvisionnement, entre parenthèses. Le niveau d'avant-confinement n'est pas rattrapé sur tous les secteurs d'activité, mais il y a des secteurs d'activité comme le bricolage, le jardinage, tout ce qui touche en fait aux nouvelles valeurs, ce qu'on appelle le nesting, la maison, le cocon familial, voilà, tous ces secteurs ont largement bénéficié d'une reprise des ventes, même si ces ventes se font souvent aujourd'hui, et c'est très vrai dans le prêt-à-porter, avec des promotions importantes. Alors, il y a une forte attente sur le mois de novembre et le mois de décembre, qu'on anticipe assez favorablement, même s'il y a des éléments qui nous montrent que les Français vont être plus prudents dans leurs dépenses, et c'est très vrai pour les dépenses de Noël. On a d'ailleurs des éléments, voilà deux exemples, voilà, avant, merci Cécile,
avant de rentrer sur les Noël. 2 exemples qui montrent qu'effectivement, il y a eu une forte activité en 2021, mais qu'on est loin d'avoir rattrapé, dans certains secteurs, les niveaux de 2019. Voilà. Ça, c'est au niveau national, hein, c'est le panel Procos. Donc, vous voyez que par rapport à 2019, il manque 1%, mais ce 1%, voilà, il est faible parce que vous voyez que sur l'alimentaire, et en particulier l'alimentaire spécialisé, il y a eu quand même 2 très bonnes années. Mais vous voyez, sur la chaussure, sur les jouets ou sur la beauté santé, on est loin du niveau de 2019. C'est la même chose pour les ventes automobiles qui progressent cette année, effectivement. Ce que je veux vous dire là, c'est qu'en fait, il ne faut pas s'arrêter aux chiffres de 2021, il faut toujours regarder un petit peu dans le rétroviseur. Vous voyez que les ventes de voitures particulières, sur le cumul 2021, on est à plus 3,1%. Sur les 10 premiers mois de l'année, on était à moins 33% en 2020. Donc on est loin d'avoir rattrapé le retard. On est loin aussi d'avoir rattrapé le retard sur les véhicules utilitaires, voilà, puisqu'on est à 5 points d'écart. Donc c'est un secteur qui n'a pas rattrapé, lui, le retard accumulé pendant les confinements et les fermetures. La consommation, elle a du mal en fait à redémarrer. Il y avait beaucoup d'attentes effectivement sur l'épargne des Français. On se disait ils vont consommer. En fait, ils ne consomment pas beaucoup plus qu'ils ne consommaient auparavant. Le taux d'épargne reste aussi fort qu'il était en 2020. Donc, la consommation en France stagne. On le voit hein, sur cet histogramme. On est loin du niveau d'octobre 2020 qui est le premier bâton. Là, vous voyez, on était à 49, quasiment 50 milliards. On est aujourd'hui à 47,3. Donc, on a moins consommé en octobre. Donc, là aussi, il y a des attentes par rapport à Noël. Mais la confiance des ménages, c'est un élément extrêmement important, hein, a du mal vraiment à décoller. Peut-être que les médias jouent un rôle dans ce niveau de confiance. Hein. Il faudrait s'interroger effectivement sur les messages qui sont passés tous les jours, quotidiennement. Donc, vous voyez, on est sur les purs de quasiment 100, avec une tendance baissière sur les 3 derniers mois. Et quand on regarde à l'intérieur de cet indicateur synthétique l'opportunité de faire des achats, depuis cet été, en fait, ça ne cesse de baisser. Et ça se concrétise effectivement dans les études des budgets de Noël. On est sur des budgets assez hauts, mais en légère baisse, hein, de 70 € sur 550 en gros, selon les études, pour cette année. Bon, ça veut dire que les Français vont faire attention à leurs dépenses. Ils ont aussi beaucoup décaissé de leur économie, notamment sur le livret A. Le livret A, il y a eu une décollecte spectaculaire qui n'avait jamais été connue depuis une dizaine d'années. Donc, octobre et novembre, généralement, c'est ce qui se passe. Mais là, c'est un niveau record. Donc, on va aussi faire avec quelques économies pour Noël. Ils vont regarder des achats utiles. Et la nouveauté, qui est plutôt sympathique, c'est que 3 études sur 5 qu'on a regardées nous disent qu'il va y avoir plus de local, plus de circuits courts, plus de cadeaux utiles dans les cadeaux qui seront notamment mis au pied de l'arbre. Donc c'est une très bonne nouvelle et ça tombe très bien puisque nous, dans les Landes, on a anticipé les choses dès 2020 puisqu'avec nos collègues de la Chambre des métiers et de l'agriculture et puis le CDT et le département, on a mis en place un site qui s'appelle Absolument Landes que je vous invite bien évidemment à aller voir parce que là, vous y ferez des cadeaux plutôt sympathiques, hein, pas très chers et qui sont fabriqués dans les Landes. Une synthèse pour essayer de résumer effectivement la situation telle que nous la connaissons. J'insisterai sur 4 points. Nous sommes en face d'une nette reprise d'activité sans rattraper totalement le niveau, le retard accumulé en 2020. Les indicateurs, effectivement, repassent au vert dans tous les secteurs, mais ne repassent pas totalement au vert dans certaines activités. On n'a pas rattrapé le retard. Avec des interrogations de la part des entreprises, souvent individuelles, mais qui se regroupent par secteur, sur la rentabilité des opérations
Hein, on vend, on fait du chiffre, mais parfois on s'interroge sur la rentabilité et puis sur le niveau d'endettement. Est-ce que voilà, le fait d'avoir contracté des PGE aujourd'hui va nous empêcher de négocier avec notre banque voilà, un investissement, un prêt pour un investissement, un prêt de trésorerie? Ça préoccupe un peu les dirigeants des entreprises. Troisième élément, on en a largement parlé, deux problématiques qui n'étaient pas anticipées du tout. Et c'est peut-être pour ça que ça pose problème. Un surenchérissement exceptionnel des coûts des matières, des prix de revient, des transports, voilà, notamment du transport maritime, des approvisionnements de plus en plus complexes qui rendent difficile la relation aussi avec le client, et puis des difficultés à recruter. Donc, au-delà, effectivement, de la gestion quotidienne, de l'énergie dépensée à faire repartir l'entreprise, il faut se préoccuper de recruter, voilà, de ses appros, etc. Donc, ça complexifie la gestion aujourd'hui. Les perspectives, malgré tout, restent de court terme, restent tout à fait favorables, en anticipant bien évidemment sur l'efficacité des vaccins face aux nouveaux variants. Voilà, je vous remercie de votre attention. Écoutez, d'abord remercier Pascal Dussin qui nous a été précieux dans cette analyse de la situation dans les Landes et au-delà des Landes, bien sûr, puisqu'on a pu voir ensemble que les chiffres sont corrélés avec ceux de Nouvelle-Aquitaine, mais également France, voire monde. J'imagine qu'il peut y avoir aussi des questions. Alors, je ne veux pas être l'animateur forcément très féru pour faire le nécessaire, mais s'il y a des questions, bon, n'hésitez surtout pas, parce qu'on est là pour ça. Moi, je voudrais au passage remercier aussi notre directeur de la Banque de France ici dans les Landes, M. Laborie, qui est parmi nous ce matin et qui nous apporte aussi beaucoup de sa compétence et de son éclairage, puisque la Banque de France est aussi très proche de la CCI et nous amène à pouvoir échanger très souvent sur cette thématique des prospectives et de ce que seront ou ce que sont les actualités de l'économie landaise. Donc, je voulais profiter pour le remercier. Donc, je crois que ça a été assez parlant d'une situation qui s'est nettement améliorée, mais forcément, on peut imaginer que ça ne pouvait être autrement. Nous avons passé une année 2020 forcément très complexe de par cette situation de confinement et d'arrêt d'activité pour un grand nombre, hein, quand la situation sanitaire nous a contraints à fermer tout un grand nombre de nos entreprises de commerce surtout et surtout faire en sorte que la population reste chez elle. Donc ça a été quand même un traumatisme, si j'ose dire, pour beaucoup, mais aussi pour les entreprises des secteurs considérés. On a été forcément dans une année 2021 plutôt dans l'espoir d'une reprise positive, et ça se concrétise dans les chiffres que nous a présentés Pascal Dussin, avec bien sûr, comme toujours, dans les fortes reprises, les points plus, les points en moins, et on a bien vu les tensions qui peuvent être suscitées, et je vais paraphraser ce qui a été dit, mais on n'a pas encore forcément résolu les difficultés qui sont rencontrées, à la fois sur les matières premières et l'inflation ou la disponibilité, très directement qu'on peut espérer de ces produits, tout comme les tensions sur la réalité de l'emploi, mais aussi, il faut le comprendre, l'emploi, c'est pas non plus si simple que ça. L'adéquation, elle est aussi des personnes qui sont disponibles ou pas. Elle est aussi très concrètement liée à un sujet que l'on a souvent abordé au sein de la Chambre de commerce et d'industrie, qui est la formation. S'il existe des tensions dans l'emploi alors qu'on a un taux de chômage qui est relatif quand même, hein, il est conséquent, on peut se poser la question de l'adéquation entre les personnes disponibles pour travailler et les emplois qui sont proposés. S'il y a forcément tension, c'est qu'il n'y a pas forcément adéquation. Et l'adéquation pose la difficulté et la question de la formation des personnes. Et donc, on touche du doigt là très concrètement un sujet qui nous dépasse certainement, nous ici dans le département des Landes à proprement parler, mais qui nous interpelle aussi, c'est la formation continue.
Nous avons beaucoup œuvré au sein de la Chambre de commerce, mais je dirais au-delà de la Chambre de commerce, la préoccupation des EPCI, des agglos sur l'enseignement supérieur. Donc on sait comment à Mont-de-Marsan et à Dax, l'enseignement supérieur, il y a un investissement qui a été fait avec l'université. On sait que des écoles privées sont installées. La Chambre de commerce, nous avons 3 écoles et un campus land pour les jeunes avec plus de 350 étudiants au sein même de ces structures. Donc cet effort-là, il est conséquent et on continuera à le faire parce qu'on sent qu'une population qui augmente en nombre va susciter une demande de formation de jeunes de manière aussi conséquente. Cependant, on a aussi une réalité qui est celle de la formation professionnelle adulte, qui est un vrai sujet, puisque aujourd'hui, on considère qu'il est normal que dans sa vie active, dans sa vie professionnelle, on ait nécessité à se former, qu'on ait 30, 40 ans, 50 ans, se former est aussi, c'est pas un gros mot, c'est forcément aussi une envie pour le plus grand nombre, à faire en sorte de peut-être évoluer même dans une carrière pour passer d'un métier à l'autre, mais pour ce faire, il faut une formation. Donc se pose la question de la formation, l'adéquation de la formation des personnes qui sont demandeuses d'emploi par rapport à la question de l'emploi aujourd'hui. C'est un sujet qui est assez sensible et sur lequel on va devoir y travailler très rapidement parce que certes on a des CFA pour les jeunes, mais là je parle aujourd'hui des moins jeunes, c'est-à-dire de ceux qui sont pleinement actifs et qui au demeurant ont peut-être le souhait d'évoluer dans leur carrière et de passer. On a beaucoup de personnes travaillant dans la saison en hôtellerie-restauration qui ont basculé avec le confinement sur d'autres métiers et qui donc ont voulu évoluer ou veulent évoluer vers d'autres métiers peut-être moins saisonniers, plus réguliers, et donc se pose la question de la formation de ces personnes pour les métiers qui sont souhaités. Donc ça, c'est un premier sujet que je voulais, dont je pense qu'il faudra qu'on ait une réflexion dessus. Le deuxième sujet, alors évidemment, l'emploi. On a la chance de travailler de manière étroite avec Pôle emploi. Et je remercie d'ailleurs les directeurs ici même d'être avec nous ce matin. Nous sommes des forces de proposition dans les animations de ce qui peut exister pour susciter la mise en avant des offres d'emploi qui sont faites. Aujourd'hui, en fait, les offres d'emploi, elles sont reconnues, elles sont réelles, elles sont concrètes. Forcément, ce qui est la plus délicat aujourd'hui, c'est de créer de la motivation. Créer la motivation vers les demandeurs d'emploi, c'est qu'ils fassent le pas et actent de à la fois se former, ce que je viens de dire, mais aussi de s'engager vers des entreprises. Alors, les entreprises, on peut se poser la question, pourront-elles s'engager elles aussi à faire la formation en interne, puisque aussi c'est un des volets qui est le plus souvent courant d'ailleurs dans nos entreprises, à ce qu'on assume nous-mêmes dans nos entreprises la formation des nouveaux entrants. C'est un sujet que l'on doit aussi aborder et c'est un sujet d'ailleurs qu'on souhaite faire évoluer en réflexion de manière assez concrète et très rapidement puisqu'on propose une réunion le 9 décembre pour un certain nombre de chefs d'entreprise pour regarder d'un peu plus près la problématique de l'emploi. Des secteurs sont en tension et cette réunion, alors elle sera soit présentielle, soit virtuelle, parce que là on est en train de faire évoluer le concept du sondage auprès des chefs d'entreprise. Mais l'emploi est un vrai sujet sur lequel on est en train de travailler en ce moment, sur lequel il nous faudra votre participation de chefs d'entreprise pour qu'on essaye de donner les éléments de décryptage et surtout les propositions de solutions qu'on devrait faire aboutir. Corollaire de l'emploi, un autre sujet qui a été abordé aussi récemment, c'est le logement des salariés. Alors, ce problème-là, il est très prégnant, notamment pour les saisonniers. On a vécu l'été dernier de grosses difficultés sur le logement de saisonniers pour un certain nombre d'entreprises de l'agroalimentaire. Alors, le sujet, il est réel. Pourquoi ? Parce qu'il existe une possibilité d'emploi, de recrutement, je veux dire, de salariés venant de l'extérieur, du département, voire de l'extérieur du pays. Mais force est de dire que l'obligation, c'est de loger ces personnes-là. Logements qui sont de 2-3 mois, enfin, sur des périodes plutôt courtes. Il n'existe pas de structuration réelle de ce logement de personnes saisonnières. Et là, on a une difficulté majeure. On a vécu pour une entreprise de l'agroalimentaire où une quarantaine de salariés sont détachés de Pologne. Bon, ben, on a réussi à trouver un lycée privé dans lequel des
des dortoirs étaient disponibles pendant l'été pour pouvoir loger les personnes. Il a fallu organiser les bus pour arriver de l'entreprise jusqu'au logement précaire, entre guillemets, si j'ose m'exprimer ainsi. Bon, certes, il faut quand même qu'on anticipe un peu ces problématiques-là un peu mieux. Il existe possiblement des logements d'été disponibles, dortoirs ou autre situation, mais il faut que ça soit coordonné. Si ce n'est pas coordonné, on n'y arrivera pas. Donc ce que je souhaiterais, c'est qu'on ne revive pas pour l'année 2022 les mêmes difficultés qu'on a connues pendant l'été 2021. Il faut donc qu'on se coordonne sur cette problématique du logement des demandeurs d'emploi et des saisonniers qui sont sollicités à venir dans nos entreprises. Sinon, on aura de vraies difficultés avec les entreprises elles-mêmes qui pourraient délocaliser leur industrie ailleurs que sur le département. Donc ça pose quand même une vraie question, une vraie difficulté. Voilà, c'est le sujet sur lequel aujourd'hui, alors il n'y a pas que l'agroalimentaire qui est concerné, mais il y a aussi la distribution. Hein. Je sais qu'en période d'été, et Joël, tu ne me contradieras pas sur le sujet, en période d'été, la distribution de détail est très mobilisée avec un besoin important, non seulement pour les prises de congés de leurs salariés permanents, mais en fait du surcroît d'activité, puisque vous savez qu'on a un surcroît de population pendant l'été sur le territoire. Or, les magasins, eux, ont besoin de beaucoup plus de personnel dans les magasins. Et au demeurant, la difficulté est très forte aussi dans toutes les entreprises de commerce de détail que nous connaissons dans les Landes. Donc, on a là des sujets qui est un sujet sensible et il va falloir qu'on trouve des solutions. Il faut qu'on se consulte et qu'on... Ah, pardon, excusez-moi. Alors, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais la consommation, effectivement, bon, le budget de Noël, alors je crois que c'est un élément très conjoncturel, Pascal. Alors, si l'on consomme plus landais, tant mieux. Alors, je ne vous demande pas d'aller couper un pain pour le mettre dans votre maison, hein, c'est pas ça que je dis. Mais si des cadeaux doivent être faits, peut-être s'il y a une baisse de budget de Noël, c'est aussi peut-être parce que le budget carburant a beaucoup augmenté pour les familles. Donc il y a aussi une corrélation. Vous savez, l'arbitrage dans les budgets familiaux, c'est quand même toujours assez compliqué. Et on sait très bien que dès qu'il y a un budget qui dépasse ce qui était prévu, ben, on rogne sur un autre. Il ne faut pas être surpris, si j'ose dire, sur cette réalité très temporaire, mais sur laquelle, effectivement, il faut tenir compte. Voilà. S'il n'y a pas d'autres propositions de questions ou d'interventions, moi, je voudrais... Oui, allez-y, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Jean-François Dairis, Metal Concept à Dax. On est une entreprise de métallerie, de serrurerie. Je félicite Monsieur Dussin quand même pour cette synthèse très aboutie, qui est vraiment très révélatrice de l'économie et de ce qui s'est passé pendant cette pandémie. Je voudrais quand même alerter, pour ma part, je réponds à des appels d'offres, je réponds sur le département, sur la région, sur des lots métallerie, sur des maisons de retraite, sur des lycées professionnels, sur des établissements, des HLM. Actuellement, on est en train de travailler sur des projets que l'on a chiffrés en 2019. Octobre, novembre, décembre 2019. Alors, juste pour vous cadrer un peu la chose, il y a un an, on a acheté l'acier 720 € la tonne. Actuellement, sur les tôles, sur les profilés, on la paye 1300, 1350 € la tonne. Sur des projets, vous avez 15, 20 tonnes d'acier à acheter. Vous voyez la culbute que ça vous fait. Donc, sur un chiffrage qu'il faudrait réestimer à 20, 22% actuellement, je suis dans cette problématique. Alors, je jette chaque fois un pavé dans la mare lors des réunions de chantier avec les maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage. Je dis comment on fait? Comment on fait pour actualiser les prix? Parce qu'on ne peut pas, parce que nos prix ne sont pas révisables. Parce que je ne suis pas là pour faire du sponsoring auprès du département et de la région. Donc on me répond, écoutez, faites-nous des courriers, montrez les chiffres, oui, les chiffres, l'acier, le zéan, puisqu'on fait beaucoup galvaniser de pièces, le zéan est passé de 3 000 à 3 900 € la tonne. Donc c'est pareil sur l'organisation, on prend 30% d'augmentation. Donc tout ça, c'est vraiment très très problématique. Pour ma part, j'ai subi 2 mois de fermeture l'année dernière, au mois de mars-avril. J'ai une petite entreprise, nous ne sommes que 14, et j'ai une petite économie, j'ai une économie et une trésorerie très saine. L'année dernière, juste pour les chiffres, j'ai laissé 14 000 € de frais fixes tous les mois pendant le confinement. Cette année, je subis cela. Je vais déclencher, je pense, le PGE.
Donc tout ça, j'aimerais investir. J'ai peur de dire à ma banque, je vais déclencher le PGE, mais j'aimerais investir sur la commande numérique l'année prochaine, dans 2 ans. Comment je fais? Je pense que les économistes, ils n'ont pas tout anticipé tout cela. C'est-à-dire que toute cette perte de trésorerie qu'on a eue l'année dernière, que je vais avoir maintenant, avec ces achats que je vais avoir à faire novembre, décembre, janvier, février, je ne sais pas si beaucoup vont se relever. Je ne sais pas si on va arriver à passer le cap. Alors, j'ai fait les courriers, j'ai rencontré des conseillers départementaux, j'aurais expliqué mon cas, on a mangé ensemble, je leur fais visiter mon entreprise. J'ai dit comment on fait pour actualiser tout cela. À part actualiser sur l'indice du BTP qui passait de 1,7 à 3,4%, moi pour ma part j'en ai 20% de plus, donc comment on fait? Et ce sont vraiment des questions qu'il faut se poser. C'est vraiment, alors c'est pas moi, humble chef d'entreprise qui emploie 13 personnes, qui va secouer, on va dire, ouais, maintenant c'est une forêt qu'il faut secouer. Mais il y a vraiment une problématique et une dynamique à mettre en place pour essayer de sauver toutes ces petites PME comme la mienne et qui répondent vraiment à des appels d'offres où on est pieds et mains liés par les CCAP. Donc c'est vraiment une problématique, c'est pour ça que je suis content d'être là, vous en faire part, Monsieur le Président. J'espère que vous pouvez nous aider, à nous. Je pense que les grosses entreprises ont toujours la même problématique. Et comme je dis lors des appels d'offres, on a été retenu parce que je pense qu'on travaille bien, parce que je pense qu'on a un bon mémoire technique, mais je pense aussi parce qu'on était les moins chers. Donc, on n'a pas de marge de manœuvre. Sur ces gros appels d'offres, moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche à chercher du récurrent, à chercher à occuper mon bureau d'études, à chercher à mettre des heures de fabrication au maximum dans mon atelier, mais aussi, il me faut aussi des petites affaires. Donc, c'est vraiment une problématique que je veux vraiment soulever. Alors, je veux bien qu'on se rencontre plus tard pour vous expliquer, pour vous montrer les chiffres, vraiment cadrer les choses, mais peut-être qu'il va falloir y penser à tout ça. Merci. Je n'ai pas de réponse immédiate, si ce n'est qu'effectivement, les clauses de révision n'étaient pas prévues dans les contrats initiaux précédents à la crise. Et c'est bien la difficulté de la situation. Aujourd'hui, effectivement, tous les entrepreneurs introduisent les clauses de révision parce que sinon, ce n'est pas jouable, quoi. C'est-à-dire même certaines entreprises refusent de répondre à des appels d'offres parce qu'elles n'ont pas la lisibilité sur la situation. Donc, on partage complètement la difficulté que vous avez. Et vous n'êtes, je vous rassure, pas le seul. Enfin, rassurez, je ne sais pas si ça vous rassure, mais vous êtes loin d'être le seul à subir cette situation. Alors, Bercy, le ministre de l'économie, nous avait envoyé un message sur ce problème et ce sujet. Alors, je ne sais pas si Pascal, vous avez encore en tête la proposition qui est faite, mais sur les problèmes de révision, et il y avait évidemment une revendication qui avait été portée au ministère sur ce sujet. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, on prenne en compte cette difficulté-là. On essaiera de voir comment on peut faire en sorte qu'une renégociation soit possible. Alors, elle sera très limitée, malheureusement, hein. Mais c'est un sujet dont on doit tenir compte. Donc, si vous voulez, on en reparlera un peu plus tard, mais c'est un vrai sujet que l'on a bien décelé avec ce qu'avait expliqué d'ailleurs Pascal dans une des slides, hein, c'est les marges qui, malheureusement, des entreprises ont été mises à mal par les obligations de conserver les tarifs d'origine par rapport aux appels d'offres et avec des matières premières dont on ne peut pas répercuter les hausses. Voilà. Donc, c'est un vrai sujet de difficulté que l'on connaît bien. Je pense que les établissements bancaires sont assez sensibles aux situations. Les établissements bancaires ont mission, alors je le dis sous contrôle de la Banque de France, c'est Laborie, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, hein. Les PGE sont une période, si j'ose m'exprimer ainsi, qui est encore d'ailleurs possible, mais bon, on tire vers la fin de l'usage des PGE, l'utilisation, mise à disposition des PGE, mais on va aussi vers le financement classique. Et il y a normalement des recommandations qui ont été faites justement pour ces situations conjoncturelles de difficultés liées à l'inflation des matières premières. Donc, je ne sais pas si vous voulez intervenir, M. Laborie, peut-être sur le sujet, s'il y a eu des recommandations de fait. En tout cas, merci pour cette belle présentation, parce que c'est vrai que vos études conjoncturelles complètent parfaitement ce que nous, on ne sait pas faire, à savoir avoir des chiffres précis sur le département. Et donc ça, c'est d'une richesse
que je tiens à souligner. Merci beaucoup en tout cas pour la présentation. Pour ce qui est des PGE, on en parlait dans la présentation de l'endettement des entreprises, c'est vrai. Alors nous, on tient compte d'une notion d'endettement net, c'est-à-dire qu'on a un graphique qui ressemble à celui que tu avais, c'est-à-dire l'endettement des entreprises qui a augmenté, effet PGE, mais parallèlement, il faut savoir que beaucoup, alors je ne réponds pas à votre demande, hein, monsieur, c'est pas, là c'est vraiment très spécifique. Parallèlement à cet endettement, vous avez de la trésor. Beaucoup de PGE n'ont pas été dépensés et sont restés en trésor. Donc globalement, ça c'est vrai en France, c'est vrai en Nouvelle-Aquitaine, l'endettement des entreprises est compensé par une trésorerie qui s'accroît. Donc l'endettement net, lui, n'est pas catastrophique. C'est ce qu'il faut retenir, cette notion d'endettement net. Ça, c'est pour le côté un peu optimiste. Alors, c'est vrai, mais je crois qu'il y a des banquiers dans la salle, me semble-t-il. Ils pourront compléter également. Les PGE sont toujours là et sont toujours d'actualité pour pouvoir aider les entreprises. Et donc, les PGE continueront d'être faits. Je rappelle que les PGE ont été accordés très, très, très majoritairement. On a un taux de refus de PGE qui est d'à peu près 3% en France. Donc les banques ont quand même super bien joué le jeu et les dossiers qui n'ont pas été acceptés sont quand même très minoritaires. Voilà, ça c'était ce que je voulais dire. Voilà par rapport à ça. Juste un petit point aussi que je voulais dire, une note d'optimisme. Tu parlais de l'augmentation de la croissance de 4% ou un peu plus de l'OCDE. Nous, on est à 3,7%, on est dans le même saut. Et c'est vrai que quand on dit ça, on tient compte de ce que nous racontent les chefs d'entreprise. C'est leur carnet de commandes pour 2022 qui nous disent l'année prochaine, on sera vers ces fameux 4% de croissance. Ça, c'est un élément très positif. Et j'en parle et j'insiste parce qu'on a vu aussi que vous êtes très prudents. Les chefs d'entreprise se posent beaucoup de questions et on relaie ici les questions. Il faut quand même savoir que cette prudence, elle est normale, mais la baisse des investissements qu'on a pu observer, que tu as noté, peut poser problème si la demande est là et qu'on n'a pas fait des investissements. On peut rater et sortir un peu du marché. Voilà, c'est un risque qu'il ne faut pas oublier non plus. Aujourd'hui, tout va bien. On manque d'emplois. Les recrutements sont difficiles, c'est vrai, mais les carnets sont là, on a du mal à produire et à vendre, donc tous ces éléments sont plutôt positifs. Voilà, je voulais juste dire ça. Merci. Donc Bernard Plaza, la société Safran, ex-Turboméca, Tarnos. Merci pour votre étude qui est très complète. Moi, ce qui peut-être manque, c'est de pouvoir évaluer par rapport à la crise 2020 la perte de capacité qu'il y a pu y avoir dans les différents secteurs. Si je prends le secteur de l'aéronautique, il y a eu donc des départs massifs sur le monde, le moins possible en France, de personnel qui a baissé la capacité. Donc ça, c'est important parce que ça explique aujourd'hui, entre autres, des pénuries. Parce que sur le monde, donc, si toutes les sociétés ou les grands groupes ont fait la même chose, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de capacité à produire, mettons, de la matière. Donc ça explique la pénurie. Et qui dit pénurie, les pays qui sont en développement, comme la Chine, l'Inde, etc., ils ont peur des pénuries et font des stocks. Donc ça accentue la pénurie, en fait, des sociétés les plus fragiles, on va dire, qui ont besoin d'acheter et qui se retrouvent donc à chercher de la matière et en tout cas à la payer plus cher. Donc là, il faudra qu'on essaye de s'éclairer sur quand est-ce qu'on va sortir de cette situation, parce que je crains que ça dure un petit moment. Parce que retrouver de la capacité, ça veut dire qu'il faut réembaucher. Et donc, ce que vous avez expliqué, Monsieur le Président, la formation, c'est important, à notre échelle, par exemple, puisqu'il y a des gens qui, suite aussi à la crise de Covid, par rapport à certains secteurs qui ont été très touchés, les personnes se sont lancées dans des reconversions. Donc, il faut attendre la fin de ces reconversions pour pouvoir les recruter. Donc, je crains que ça dure un certain temps. Donc, il y a un effort particulier à faire sortir ces gens de la reconversion pour qu'ils se retrouvent sur le marché de l'emploi. En tout cas, il faut retrouver la capacité. C'est vrai qu'on a les carnets de commandes qui remontent, mais aujourd'hui, moi, par exemple, pour notre société, on a du mal à recruter. Voilà, du personnel qualifié. Donc, ça serait important d'éclairer sur les pertes de capacité liées à la crise Covid.
Juste une question concernant toujours les marges et la répercussion sur les prix de vente. Quelles sont, d'après vous, les perspectives en termes d'augmentation salariale et est-ce qu'il y a une corrélation entre l'augmentation salariale et les recrutements dans les Landes? Bonjour, Xavier Bonelli. Moi, je suis à la société Ma Bikes. Je fais des vélos électriques. Alors nous, je me retrouve dans tout ce que vous dites. J'ai doublé mon chiffre d'affaires cette année, tout va bien, en théorie. Sauf que les approvisionnements sont un énorme problème. Je suis à 17 mois de délai pour avoir des dérailleurs Shimano. Tout ce qui se fait avec l'Asie se paye d'avance. Depuis le mois de mars, j'ai mis 800 000 € d'acompte pour essayer d'avoir des vélos. Je devais des pièces de vélo. Je l'ai fait monter au Portugal, puisqu'en France, on ne peut pas, on a la taxe anti-dumping. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, je devais avoir des vélos au mois d'avril. Ils ne sont toujours pas arrivés. Je dois payer dans 15 jours le solde de mes vélos, c'est-à-dire un peu plus de 60%. Je n'ai pas réalisé le chiffre d'affaires, même si mes ventes sont complètement astronomiques. Le vélo, c'est plus 350% de demande mondiale aujourd'hui. Aucune banque ne me suit. À part les PGE, je n'ai pas le moindre endettement, ni personnel, ni société. Le cycle n'a pas eu droit d'aide l'année dernière, puisqu'on avait le droit de rester ouvert. Donc, j'ai autofinancé l'intégralité des charges de ma société. Et là, j'ai un besoin urgent d'argent. J'ai une maison sur la côte qui vaut beaucoup d'argent. Je suis prêt à la mettre en hypothèque. Personne, aujourd'hui, ne veut la prendre en hypothèque. Et je suis dans l'incapacité de finir de payer mes approvisionnements. J'ai 5 commerciaux, 100 revendeurs en France, et je ne sais pas si on va pouvoir continuer. Avec j'ai plus que doublé mon chiffre d'affaires en 2021, et on est sur quasiment à le redoubler en 2021 si on arrive à approvisionner. Nous avec des délais à 17 mois et aucun concours bancaire, parce que l'année dernière, on a été avec un chiffre d'affaires très petit. Je me suis retrouvé en capitaux propres négatifs, et là, je me retrouve dans une situation, bien qu'ayant réinjecté 600 000 € personnels dans la société, avec 0 banque qui veut me suivre aujourd'hui dans le système. Et là, on a un vrai problème, parce que vous parliez de problème d'approvisionnement, mais c'est un problème que tout le monde a, je crois. Mais à un moment donné, il faut les financer, ces approvisionnements. Et on ne prend les commandes aujourd'hui en Asie que si on paye. Et si on ne paye pas, on n'est pas pris en considération. Et ça, c'est un gros problème, parce qu'on a des sociétés, moi, je cherche à recruter. J'ai du mal, comme beaucoup d'autres, mais j'ai besoin de beaucoup de monde. Mais aujourd'hui, j'en suis à me demander si je ne vais pas fermer et arrêter tout, parce que je suis incapable d'approvisionner, alors qu'il y a la demande en vélo. La disposition fiscale sur les vélos en France, qui est absolument dingue pour les entreprises. Vous pouvez acheter des vélos, ils sont remboursés à 128% par l'État. C'est complètement barjot. J'ai des commandes monstrueuses et je ne peux pas fournir parce que je n'ai aucune banque et aucun investisseur qui me suit aujourd'hui. Je suis seul et archi seul. Alors, d'abord, dire combien, si j'essaie de vous répondre, M. Bonelli, est sensible à votre difficulté. Ça fait plusieurs mois on se tient informé les deux de la situation. On en a forcément discuté à Mont-de-Marsan au travers de ce qu'appelle la commission Codéfi, qui est suivie des entreprises par la Banque de France et par le service à la préfecture. Donc on est au courant. On ne va pas en parler là maintenant devant tout le public, mais j'espère qu'on va trouver une solution rapidement avec. Alors, les établissements bancaires, je ne suis pas forcément surpris, vous savez, parce que vous pouvez avoir des garanties certaines, mais les établissements bancaires sont contraints par ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a certains ratios qui sont des ratios de plus en plus complexes. La banque est un milieu très codifié, très normé aujourd'hui, et avec des surnormes européennes qui ont été ajoutées, qui font que même s'ils voulaient, les banquiers ne pourraient pas, pour des raisons de codification, normalisation interne à leur service. Je connais un peu le système et c'est relativement complexe aujourd'hui.
de pouvoir dire oui, je vous frette, mais en fait, ils n'ont pas forcément la possibilité de répondre dans la mesure où ils sont très contraints par les normes qui sont normes bancaires qui sont très exigeantes en Europe. Il faut quand même le savoir. Bon, j'espère qu'on trouvera une solution, mais on en reparlera un peu plus tard. Vous êtes l'exemple même de la difficulté que suscitent ces ruptures à la fois d'approvisionnement et à la fois les difficultés de transport de marchandises à l'international. Donc, je vous remercie de votre témoignage parce que vous éclairez en fait par votre témoignage ce qui a été dit tout à l'heure par Pascal au travers de cette synthèse. Donc oui, les difficultés sont réelles aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est très vigilant vis-à-vis des entreprises pour les suivre de près et pour éviter les dérapages qu'il pourrait y avoir, parce qu'on l'avait dit lors du confinement en 2020, il y a un risque majeur, c'est un marché qui s'écroule et qui redémarre, il y a un endettement qui est là, parce que les PGE, c'est quand même un prêt qu'il faudra rembourser tout de même pour les entreprises, et le mur de dette est quand même devant. Alors évidemment, on a éloigné le mur de dette de l'immédiateté, mais il y est quand même quelque part. Et ce qu'on espère, c'est que la reprise soit suffisante pour que les entreprises puissent passer le mur de dette. Voilà, c'est ça le challenge du PGE et de la situation de soutien que les pouvoirs publics ont organisé autour des entreprises. Heureusement, de manière efficace, si j'ose dire. Donc le challenge, il est là. Donc effectivement, vous avez raison. Il ne faut pas que le mur de dette soit trop rapidement devant vous. Il faut qu'il soit un peu plus éloigné. Donc on essaiera, pour le cas présenté, trouver des solutions dans des meilleurs délais. Donc oui, l'éclairage, je vous l'avais donné. Ce n'est pas si simple que ça que d'être chef d'entreprise aujourd'hui. C'est comme ça que je le traduirai. La deuxième question qui m'a été posée sur le salaire et les salariés, c'est une bonne question. Pourquoi ? Parce que dans un contexte de risque d'inflation et dans un contexte où on voit des éléments du panier de la ménagère, excusez-moi l'expression, mais c'est consacré par les instituts de sondage, font que notamment l'énergie, le carburant est un élément important du panier de la ménagère qui conditionne la disponibilité pour le reste et font que les salaires, à un moment donné, peuvent être décelés comme insuffisants par rapport aux besoins de la personne ou de la famille et se pose donc la question de l'augmentation des salaires. On a vécu douloureusement dans les Landes ce qui s'est passé récemment à Saint-Jour-de-Marenne. Je ne reviendrai pas sur le sujet, mais c'est assez significatif d'une situation qui est assez franco-française et pose le problème de la situation du travail et aussi de la perception de la charge sociale sur le travail. Et c'est un sujet que j'ose aborder aujourd'hui puisque vous me donnez vous me tendez la perche. Aujourd'hui, si vous regardez bien la courbe de la charge sociale patronale, alors je parle celle uniquement de la patronale, je ne parlerai pas de la salariale. La charge sociale patronale sur les bas salaires est très faible. Elle est de l'ordre de 4,5% pour toutes les exonérations qui ont été mises au point par les différents gouvernements. Et donc, quand vous êtes au SMIC, ou légèrement au-dessus du SMIC, vous avez une charge sociale patronale qui est autour de 5, 6, 7, 10, suivant les cas, mais qui est relativement faible comparativement aux autres pays européens qui nous entourent. Donc ça, c'est le premier constat. La difficulté, elle est que dès que vous concédez l'idée d'augmenter le salaire à vos salariés, vous vous retrouvez dans une situation un peu ambiguë, qui est celle que le 2% d'augmentation de salaire que vous pourriez concéder vous suscite un 7% ou 8% d'augmentation de charge globale. Et donc, en fait, les chefs d'entreprise ont une difficulté réelle, c'est que nous n'avons pas 8% de marge supplémentaire pour pouvoir assumer l'augmentation de 2% de salaire. Et c'est là où on bute aujourd'hui, et j'ai discuté longuement avec le patron de Saint-Jour-de-Marenne, qui a quand même une politique salariale plutôt élaborée et plutôt positive, et qui malgré tout s'est retrouvé avec des grèves. Bon, ça pose la question, excusez-moi parce que je vais m'asphyxier avec le masque là si je continue. Ça pose la question quand même d'une situation que les chefs d'entreprise n'ont pas forcément souhaité, mais sont contraints par la réalité aujourd'hui. Lorsque vous augmentez le salaire et vous passez à 2,5, voire à 3, voire 3,5 du SMIC, donc c'est des salaires bien sûr plus confortables qui sont de l'encadrement, vous êtes à plus de 40 et quelques % de charge sociale patronale. Ce taux est nettement plus élevé que celui qui est connu en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Angleterre, etc. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de la structure du coût social par rapport au travail fait en sorte qu'on paupérise le travail en France. Excusez-moi l'expression, si j'ose dire.
ça nous amène à essayer de ne pas augmenter les salaires des salariés, parce que sinon on tombe dans la courbe infernale qui est l'augmentation drastique de ces charges sociales patronales. À mon sens, c'est l'élément essentiel pervers du système qui fait qu'aujourd'hui, quand on a une volonté d'aider les salariés à être augmentés pour des raisons très diverses, c'est soit une revendication parce qu'il faut absolument aider à, ou parce qu'il y a des améliorations dans l'organisation du travail, etc., eh bien, le chef d'entreprise, il a du mal à prendre ces décisions parce qu'il est pris dans une contrainte qui est celle qu'il n'a pas la marge de manœuvre dans les résultats de l'entreprise à pouvoir assumer cette augmentation de charges aussi élevée. Parce que la masse salariale, c'est le salaire net pour le salarié plus les charges sociales. Et le problème, c'est que ces charges sociales augmentent beaucoup plus rapidement que l'augmentation du salaire net pour le salarié. Et c'est là où est le point d'orgue de la difficulté du moment. Alors, je n'ai pas la réponse, excusez-moi de le dire. Ce que j'essaye simplement, c'est de détecter où sont les problèmes. Et je pense qu'il y a un des problèmes que nous avons en France, il se situe là. En Allemagne, les charges sociales patronales sur un salarié cadre qui touche 3 000 et quelques euros par mois, par exemple, 3 500 ou 3 700 euros, sont de 20 et quelques pourcents. Chez nous, c'est 41%. Ce qui fait une différence conséquente. Et donc, on a un vrai souci. Et je compatis à la fois sur les revendications syndicales qui me paraissent assez légitimes de dire on a besoin de revaloriser les salaires, mais je compatis aussi avec les entrepreneurs qui disent mais attendez, je n'ai pas la marge de manœuvre sur mes résultats d'entreprise pour assumer une charge globale d'augmentation aussi élevée. Et c'est pour ça qu'on est un peu dans une situation entre deux eaux qui pourrait amener à des situations conflictuelles, malheureuses d'ailleurs, parce que les chefs d'entreprise ont besoin quand même de tout le monde pour faire fonctionner leur entreprise. Et si on a des grèves, malheureusement, c'est des pertes de chiffre d'affaires et c'est des mises à mal de l'entreprise sur son équilibre financier. Voilà un peu mon ressenti personnel. Alors c'est très personnel ce que je viens de dire là, mais je ne sais si c'est partagé. Mais moi, je vous donne ma lecture personnelle sur ce sujet qui mériterait à ce que les politiques s'emparent un peu du sujet, parce que c'est quand même les élus qui doivent décider à un moment donné. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de, en permanence, affecter le coût social uniquement sur les gens qui travaillent. Bon, c'est un vrai sujet. Bon, voilà un peu ma réponse personnelle. Oui, merci. Je rajouterai, c'est vrai que les primes dites Macron et les primes aussi d'inflation qui vont être, je crois, mises en mesure bientôt, ne font que camoufler, en fin de compte, cette difficulté de pouvoir payer les salaires. Ce que vous avez dit, François, est tout à fait pertinent, et c'est ce qui a obligé les négociations salariales dans la branche restauration, café-bar. Ça a chopé à cause de ça. Et si je parle des cafés, bars, restaurants, ça fait une excellente transition pour terminer cette séance avec le témoignage de Jean-Christophe Duperron. Bonjour. Bonjour. Je tiens à vous remercier déjà de votre invitation, très sincèrement. Vous dire que je suis très impressionné par ce que je viens de voir. En toute sincérité, j'ai l'habitude de voir des choses dans différentes fonctions, notamment au niveau national chez C10, et d'analyse et autres. Et je suis très très impressionné sur la qualité des échanges. Je suis bravo. Voilà. Alors moi, je vais très modestement essayer de vous présenter deux entreprises du département. Donc depuis 2016, le groupe Larzabal, qui est un groupe basque familial originaire d'Andaï, a repris deux entreprises landaises que sont l'APIC à Dax et Distriland à Mont-de-Marsan. Ce groupe, c'est un groupe qui est composé de 4 entreprises. Une entreprise originaire d'Andaï, mais qui s'est développée tout d'abord sur la côte basque. C'est ces camions verts, comme vous avez sur le Pays basque, avec écrit Heineken sur les côtés, que vous voyez un peu partout. C'est cette entreprise-là. Sur Pau et les Pyrénées lourdes, Tarbes, Pyrénées-Boissons, Distriland sur Mont-de-Marsan, la PIC. Au niveau de Dax et de la côte landaise. Quoi vous dire sur ces entreprises, c'est que nous sommes un groupe qui représente environ 160 personnes,
C'est un groupe qui réalise environ entre 55 et 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au périmètre des deux entreprises que moi je dirige sur Dax et Mont-de-Marsan, on réalise sur une année 2019, puisqu'en fait, il faut juste comprendre que nous, dans notre métier, on a eu une activité un peu entamée, on va dire. Donc sur 2019, on fait 18 millions de chiffre d'affaires, 10 millions à Dax et 8 millions à Mont-de-Marsan. Par rapport à ça, vous dire que sur la pandémie, à cause de la pandémie, on a perdu 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, entre 7 et 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui correspond un peu à 40%. C'est vrai que le côté asphyxie, c'est pas mal quand même. On est d'accord, voilà. Quoi vous dire, c'est que nous sommes deux entreprises où nous avons 48 salariés au périmètre des deux entreprises. On monte avec des saisonniers, entre 20 et 30 saisonniers complémentaires l'été, puisqu'on a un gros pic. Il faut savoir que sur Dax, notamment, on doit réaliser 60% de notre chiffre d'affaires sur 4 mois. Donc on a une activité très variable. Je parlais avec Joël Chastenay tout à l'heure, il me posait la question, alors c'est fête de fin d'année. Ben nous, c'est un peu l'hibernation, quoi, en fait. Nous, c'est la période qui est un peu la plus calme en ce qui nous concerne. J'ai pas l'habitude, je m'attendais à une question-réponse, et puis en fait, quoi vous dire, c'est qu'on a investi donc sur les sites. Quand on est arrivé en 2016, on avait une ambition qu'on avait déjà anticipée avant la reprise de ces entreprises, c'était notamment pour Dax, qui était de créer un site qui soit en adéquation avec la réalité business d'aujourd'hui. Donc en fait, aujourd'hui, sur Dax, on a un entrepôt qui est à la zone de Breuil-de-Haut, qui est un entrepôt de 5 000 m² sur un terrain de 18 000 m², sur lequel on a investi en 2017, en fait, puisqu'on est arrivé en 2016 et on avait déjà anticipé en amont l'investissement. Donc ça, c'est quelque chose qui est pérenne et qui est en place. Même chose sur Mont-de-Marsan, mais là, c'est quelque chose qui est intervenu en 2019, où on a construit un entrepôt de 3 000 m² sur 12 000 m de terrain. Voilà, ce sont des outils qui sont à notre disposition aujourd'hui pour véritablement bien travailler et être au cœur de ce qui se passe. Nous sommes adhérents au réseau C10. Réseau C10, c'est le premier réseau national de distribution en France, de distribution de boissons. On distribue tout ce qui se boit, sauf le lait. Voilà, c'est le seul produit qu'on ne distribue pas aujourd'hui, c'est du lait. Mais tout ce qui se boit, vous pouvez le trouver chez nous. Quoi vous dire d'autre que donc on est adhérent au réseau C10. Le réseau C10, c'est le premier réseau de distribution en France. C'est un réseau qui représente 95 ou 98 entreprises, 230 sites de distribution de boissons en France, 2200 camions, je vous dis tout ça de mémoire, 800 commerciaux. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour vous situer, qui on est par rapport à quelle est la structure de la distribution des boissons en France. Vous avez donc C10 qui est le numéro 1 indépendant. Vous avez un deuxième réseau indépendant qui s'appelle Distriboisson, qui dans le département des Landes est représenté par un distributeur qui s'appelle Chalos Distribution à Saint-Sevé. Et ensuite, vous avez un troisième réseau qui est un réseau intégré à un groupe qui s'appelle Heineken, qui s'appelle France Boisson, qui est un réseau, c'est les autres camions verts que vous voyez dans tout le reste de la France, qui est un réseau de distribution qui est intégré au groupe Heineken. C'est une filiale, c'est un business unit du groupe Heineken en France et qui est vraiment très conséquent. Il faut juste savoir que cette partie business-là, eux, ils ont une véritable spécificité, un cœur de métier qui est ce qu'on appelle chez nous le troisième marché. Le troisième marché, c'est quoi? C'est toutes les chaînes, l'hôtellerie, le groupe Accor, les Léon de Bruxelles, enfin tout, voilà. Et eux, 50% de leur business est réalisé sur ça, quand nous, on doit réaliser dans notre partie 10% de notre business dans la partie troisième marché, 90% étant les cafés, hôtels, restaurants, en ce qui nous concerne. Hop là. L'impact et les conséquences de la crise sanitaire. Alors là, comme je vous l'ai dit précédemment, nous on a pris le 14 mars, on a pris un gros coup derrière la tête quand on nous a annoncé qu'à minuit tout fermait. Voilà. Donc en fait, on s'est retrouvé dans une situation où, juste pour l'anecdote, moi j'ai envoyé un petit SMS à tous les salariés de l'entreprise en leur disant je voudrais vous voir lundi matin à 8h.
et pour leur dire, voilà, je vais vous expliquer un truc, je vais vous expliquer quelque chose qui n'existe pas. C'est hyper simple, ce qu'on va vivre, mais ça n'existe pas. Donc en fait, on va s'adapter, on va vivre ensemble de quelque chose qui n'existe pas. Donc on est resté fermé jusqu'au mois de juin. Donc il a fallu faire preuve de beaucoup d'agilité dans ce qu'on a fait. Il faut juste savoir que dans les produits que vous consommez, certes une bouteille de vin, elle n'est pas périssable, ça dépend lesquelles, mais pour beaucoup elles ne sont pas périssables. Au contraire, sur tout ce qui est spiritueux, c'est pas périssable. Par contre, vous avez, quand vous prenez un Coca-Cola, un Orangina, une bouteille de Perrier, ben c'est périssable. Et donc par rapport à ça, il a fallu avoir un jeu de jambes assez remarquable au niveau de la logistique, parce qu'en fait, pendant ce laps de temps-là, il a fallu jouer avec nos industriels, nos fournisseurs, qui ont trouvé des vertus à leurs produits, des vertus de durée un peu plus longue. On est passé de la DLUO à la DDM. Voilà, Joël connaît bien ce sujet. Un nouveau terme que tout le monde connaissait, mais que personne n'avait jamais exploité, en fait. Donc, en fait, donc voilà, pour avoir un peu plus de pérennité dans les produits. Et donc, il a fallu s'adapter et on s'est bien adapté. On a essayé de limiter la casse. Les industriels, il faut juste le reconnaître, ont été aussi plutôt performants aussi par rapport à tout ça. Et donc, on s'est retrouvés au mois de juin et au mois de juillet, on est reparti. Donc, au mois de juin, on a fait une année 2020, on va dire, avec beaucoup d'inquiétudes, mais qui s'est plutôt bien passée. Alors, la question de tout le monde, je pense ici, culturellement parlant, et les fêtes. C'est un sujet qui préoccupe tout le monde. Donc, bon, moi aussi, culturellement parlant, je ne vous cache pas. Mais les fêtes, oui, ça a eu un impact. Mais en fait, le Covid, il a eu une vertu, malgré tout ça, parce qu'en fait, il faut dire que le Covid, c'est quelque chose qui nous a tous pénalisés. Mais nous, dans notre parti, c'est quelque chose qui nous a permis de nous remettre en cause. Il nous a permis de réfléchir à comment s'organiser, se réorganiser. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'était la même chose. Le Covid nous a appris que les fêtes, au-delà du côté culturel, je ne vais pas dire que ce n'est pas quelque chose d'important, parce que ça représente malgré tout environ entre 12 et 15% de notre chiffre d'affaires annuel sur les deux entreprises. Ça a eu un impact sur une ville comme Mont-de-Marsan, sur le dépôt de Mont-de-Marsan, ou sur le dépôt de Mont-de-Marsan, on a quand même perdu 50% de notre chiffre d'affaires. Parce que Mont-de-Marsan est une structure qui a une très très forte activité, que ce soit au niveau sportif ou associatif. On parlait d'un club qui est très en vogue en ce moment, le Stade Montois. Je ne parlerai pas d'autres clubs, parce qu'on n'est plus dans la difficulté quand même. Soyons humbles, on va faire preuve d'humilité. Comme je dis toujours, moi le plus important c'est qu'on coupe plus d'oreilles à Dax qu'à Mont-de-Marsan, parce que sportivement parlant, malheureusement, on est un peu dans la difficulté en ce moment. Mais bon, voilà, parlons d'autre chose. Et donc, ce que je voulais, je ne sais plus, j'ai perdu le fil. Il va falloir faire un tour du monde. J'ai perdu le fil. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que oui, donc cette entreprise-là, à Mont-de-Marsan notamment, a eu des difficultés plus importantes que Dax, parce que voilà, le côté festif et associatif est très très important sur cette filiale, et voilà. Parallèlement à ça, nous, on peut dire une chose, c'est que malgré tout, je vais essayer d'avancer un peu, sur Dax, on a eu une activité et on a une attractivité au niveau du département qui est incontestable. On le voit, on l'a pu nous le constater, puisqu'en fait on a une performance où aujourd'hui, à fin octobre 2021, on a une performance nette à plus de 12% de chiffre d'affaires, donc par rapport à 2020. On est en régression par rapport à 2019, ce qui est normal puisqu'on a toujours cet impact des férias qui représente quand même une petite part. Mais malgré tout, la partie optimiste, ce que je voulais vous dire, c'est que quelque part, on a la chance, et je vous le dis parce que pour parler avec des chefs d'entreprise, des restaurateurs et autres, notamment qui ont des grosses entreprises, on a une force d'attractivité qui est vraiment incontestable. Et il faut juste vous dire une chose, il faut être fier d'être landais parce qu'on a des difficultés. Vous parliez du logement, Monsieur le Président, tout à l'heure, par rapport aux entreprises, les saisonniers et autres. Je peux vous dire une chose, c'est qu'un véritable problème, le logement des saisonniers, mais dans la restauration. Vous ne soupçonnez pas l'impact que ça peut avoir. Moi, je connais des restaurateurs cafetiers qui logent gracieusement, leurs salariés pour leur permettre de venir travailler chez eux. Et il y en a une part très, très importante. Tout ça veut dire donc que malgré tout, la partie de la région, l'attractivité de notre région, de notre département, fait que quelque part, on est dans un business qui, je ne vais pas dire qui va bien, parce qu'en fait,
tout le monde parle des PGE. Les PGE, pareil, je voudrais juste dire un truc sur les PGE et l'efficacité. Enfin, moi, pour ma part, l'efficacité de tout ce qui a été État, Banque de France, les banques, qui ont été hyper efficaces pour nous délivrer des PGE. C'est remarquable, je trouve que c'est remarquable. J'ai des expériences parallèles avec des Espagnols l'autre jour, des échanges, où les Espagnols n'ont pas eu du tout les mêmes avantages et la même efficacité. Il faut dire qu'en France, ça a été plutôt bien fait, et même très bien fait. Vous dire simplement que les PGE, il va falloir les rembourser. Je regarde le directeur de la Banque de France, il va falloir qu'on pense à... Mais bon, on va s'appliquer. Par contre, je voulais juste dire dans les risques, parce qu'il y a tout ce qui est joli, tout ce qui est beau aujourd'hui, mais il y a la partie risque aussi. Et dans la partie risque aussi, notamment par rapport aux cafetiers, je parle des cafetiers puisqu'en fait c'est mon cœur de métier, il va falloir que eux aussi, qui ont bénéficié de tout un tas d'aides, donc qui ont bien vécu et qui ont pour beaucoup investi, parce qu'il y en a beaucoup qui ont investi par rapport aux aides qu'ils ont eues, les aides qu'ils ont pu obtenir tout au long des fermetures, il va falloir penser au remboursement des PGE, et c'est là où peut-être qu'on va voir, nous, la difficulté dans notre business pour les mois à venir. Voilà, tout simplement. Conclusion, je veux dire que moi, je suis assez optimiste, voilà, parce qu'on vit dans une belle région, parce que voilà, on a un risque encore qui est les hausses des matières premières, enfin les hausses des matières. On est en plein dans la période de négociation avec nos industriels, les grands, Coca-Cola, comme Perrier, George Well, parce que on est tous dans le même trip. Ils annoncent des hausses, juste à titre d'information, les moyennes de hausse aujourd'hui, dans tout ce qui est soft, on est dans des hausses à 5%, entre 4 et 5% sur la valeur des produits. Concernant tout ce qui est à sucre, sirop, j'étais en réunion hier soir avec Monet, qui annonce des hausses à 9%. Juste les tendances, le café, quand vous prenez votre café le matin, le café, c'est en train de prendre 12%. Ça a pris 12%. Ça va reprendre, parce qu'on a découvert hier soir que ça allait reprendre encore une nouvelle salve au mois de janvier ou au mois de février. Le café va prendre environ 30% sur 6 mois. 30%. Sur 1 kilo de café, quoi. Voilà. Le Covid a beaucoup impacté le pamplemousse et l'ananas aussi, si vous ne saviez pas. Il a gelé au Brésil. J'ai découvert hier soir qu'il avait gelé au Brésil. Et aussi bien sur les côtes de Gascogne, ils ont été grêlés à hauteur de 50% pour beaucoup de viticulteurs en côte de Gascogne. Sachez qu'au Brésil aussi, ils ont été grêlés. C'est la première fois qu'ils voyaient de la grêle au Brésil. Enfin, personne n'est allé vérifier chez nous, mais c'est l'information qu'on a eue. Ouais. Voilà. Donc non, moi je suis plutôt optimiste et en fait, l'attractivité, je reviens sur cette attractivité parce que l'attractivité c'est vraiment quelque chose de très très important pour nous et la dynamique du département. Voilà. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que j'ai pas pour habitude de faire cet exercice-là, donc voilà. Merci. Dites-moi. Alors, les enjeux de demain, 2 enjeux numériques. Premier enjeu numérique, nous on est en train de travailler au niveau national, on est en train de travailler sur un portail client où demain tous nos clients pourront passer leurs commandes à travers un portail numérique très bien fait. Très bien fait. On me l'a vendu comme étant parfait, donc obligatoirement il est très bien fait. On est en train de travailler sur ça, on est en train de travailler sur l'évolution aussi zéro papier, puisqu'en fait le zéro papier, nous aussi on est touché par le zéro papier, quand il faut savoir que quand on prépare une commande pour un client, on imprime une feuille de prépa, de la feuille de prépa, on abat beaucoup de forêts dans l'année, nous. On fait la feuille de prépa, de la feuille de prépa on sort 2 factures, une facture qu'on garde, une facture qu'on ramène à notre client, enfin on stocke beaucoup de papier, et donc on est en train de partir dans la numérisation avec... j'aime pas cet exemple-là, mais Amazon, quand le monsieur de chez Amazon il vient vous porter votre colis à la maison, que vous signez sur un écran, nous on est en train de travailler sur ça avec nos préparateurs et toutes ces choses-là. Donc ça c'est un sujet. La facturation par Internet avec dès la signature, la transmission par mail à notre client de sa facture, voilà, directement. Ça, on n'imprime plus rien.
Voilà un peu la transition je dirais, numérique. J'essaie d'aller vite. Et ensuite, le dernier kilomètre, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, on achète des camions. On est conscient que l'évolution dans les centres-villes, c'est quelque chose qui va évoluer au niveau éthique, au niveau. Donc, en fait, aujourd'hui, moi, très sincèrement, quand vous voyez la flotte des camions de Distriland, on n'est pas prêt. Je vous le dis. La photo, je l'ai faite il y a 15 jours. On n'est pas prêt du tout. C'est une véritable préoccupation parce que les enjeux et les coûts sont véritablement considérables. On essaye d'apporter le mieux qu'on puisse apporter, mais on a un véritable problème par rapport à ça d'investissement. Donc on parle de beaucoup de solutions comme les énergies renouvelables, enfin, les énergies, les huiles, enfin, j'ai perdu le truc, mais c'est voilà, aujourd'hui, on a France Boisson. Moi, je suis un ancien du groupe Heineken, donc je connais un peu France Boisson. France Boisson travaille sur des camions électriques, 100% électriques. Donc en Hollande, à Amsterdam, juste pour votre culture, à Amsterdam, Heineken livre directement les points de vente à Amsterdam et il les livre avec des camions. C'est Mercedes qui fait ça, des camions 100% électriques. Bon, ça a des coûts, mais véritablement considérables. Est-ce que nos entreprises seront en mesure de pouvoir absorber ces choses-là aussi? C'est juste le sujet, parce que c'est vraiment très très conséquent. Quand un camion comme ça, neuf, ça vaut 80 000 euros, je vous le fais à la louche, ça vaut 80 000 euros. Un camion électrique, on est dans les 120 140 000. Donc à un moment, c'est juste la bonne question qu'il faut se poser, même pour livrer le dernier kilomètre, pour livrer un centre-ville. On a à Bayonne notamment des camions hybrides. Bon, c'est une réflexion pour demain, pour nous, ici aussi, pareil. Et sur les commerciaux, pareil, les voitures électriques. Enfin, on est en train de réfléchir à toutes ces choses-là, mais c'est des choses qui impactent les entreprises. Enfin, je pense que toute entreprise de distribution et autres va être impactée par ces coûts-là. C'est bien de vouloir être vert, mais c'est au contraire. Hein. Moi, je fais mon tri chez moi. Je suis parfait petit élève, mais il n'empêche malgré tout qu'il va falloir juste que on pense économiquement parlant aussi à accompagner les gens et à les aider pour que ça ne soit pas des choses qui soient totalement débiles pour pouvoir pour avoir une éthique parfaite. Voilà. Merci. Oui, on va conclure, sauf s'il y a d'autres questions que vous souhaiterez aborder. D'abord, vous remercier vivement de cette présence cette matinale. On aurait pu aussi parler des auto-entrepreneurs et des très petites entreprises qui font le maillage de tout notre territoire et qui n'ont pas forcément été très heureux pendant cette crise du Covid, mais ce sera un sujet qu'on abordera peut-être une autre fois, une prochaine fois. Vous remercier très vivement de votre présence ce matin. On a respecté le délai des 10h30. Merci Pascal et merci à vous de votre patience et de votre écoute et à très bientôt pour notre prochaine matinale conjoncture qui aura lieu le 3 juin 2022. À Mont-de-Marsan par contre. Merci beaucoup. Bonne journée.